Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à votre capsule divertissement. Alors, tout d'abord, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Cette semaine, on va parler de super-humains. Alors, dans les films, on voit des super-héros avec toutes sortes de pouvoirs, mais il y a aussi des êtres humains qui naissent avec des capacités extraordinaires ou qui développent certains talents, certains dons avec le temps. Là, on est-tu dans le surnaturel ou tu vas parler du réel? Là? On est dans le réel, puis c'est vraiment des cas documentés. Oui. J'ai été fouiller chaque cas pour m'assurer que c'était vraiment réel. Mais ça va être drôlement intéressant de découvrir ça cette semaine avec vous à la maison. J'ai été très surprise dans mes recherches. Donc, on débute en Allemagne avec Veronika Seider. On va voir une image de la jeune dame. Donc, elle a une acuité visuelle 20 fois supérieure à un être humain normal. Ah, oui. Ouais, c'est un record Guinness qui a été établi en 1972. Prouvé scientifiquement. Oui, parce que le record Guinness, évidemment, c'est pas facile d'entrer. Dans le livre? Oui. Donc, elle peut reconnaître une personne à 1,6 km. Incroyable. Donc, 1,6 km, c'est loin. Un champ tireur d'élite. Hein, c'est toute une vision. Donc, Veronika Seider. Ensuite, on se dirige aux États-Unis avec le docteur Arthur Lindgren. C'est un médecin qui est capable de reconnaître une composition musicale en quelques secondes en regardant les sillons du vinyle. Ça a été vérifié en 82. Lui, il peut seulement deviner la musique entre Beethoven et aujourd'hui, parce qu'avant Beethoven, la musique était trop similaire. Ils se ressemblaient toutes, si on veut, la musique de chambre, etc. Donc, à partir de Beethoven, aujourd'hui, il était capable de faire la différence. Et comment il procède, dans le fond, en analysant les sillons, ce qu'il peut voir, c'est la longueur des mouvements. Il peut voir aussi les passages plus intenses, plus doux, les percussions. Aller jusqu'à compter les temps. Il peut aller jusqu'à voir les passages plus intenses, plus doux. Évidemment, dans une pièce de musique classique, tu as des moments forts, tu as des moments plus calmes. Et lui, il a une véritable mémoire encyclopédique de toutes les œuvres classiques. Incroyable. Donc, ça a l'air c'est quelque chose de le voir. À un moment donné, pour lui faire une joke, on lui a passé un vinyle d'Alice Cooper, parce que, comme je vous dis, il analyse seulement la musique classique. Puis son commentaire, ça a été que c'était totalement désorganisé, comme du charabia. Donc, assez différent de la musique classique, plus... Pas sûr qu'Alice Cooper aurait aimé le commentaire, mais tout un numéro, ce personnage-là aussi, d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il est le même d'avis tout court. Oui, c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec Louis Cyr, évidemment très connu au Québec. Donc, Louis Cyr, excellent film, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Ouais. Il a plusieurs records du monde qui n'ont pas été battus, mais quand même. Donc, développé à une main de 273 livres, un levé à deux mains de 1897 livres. Ça n'a pas de bon sens. Backlift de 4337 livres. Évidemment, la photo suivante aussi, ce qui l'a rendu célèbre, il était capable de tenir des chevaux comme ça. À un moment donné, il a tenu 4 chevaux qui tentaient de l'écarteler, en fait. Oui. Puis, il les a maintenus comme ça. C'est quelque chose. Non, c'est surhumain. Puis évidemment, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les athlètes s'entraînent avec les technologies de pointe, etc., l'alimentation. Mais évidemment, à cette époque-là, ils s'entraînaient comme ils pouvaient. Ils se faisaient fondre des haltères. Des patates puis des betteraves. C'est pas mal. C'est ce qu'on a vu dans le film. Hein. On parle d'un homme qui avait une génétique incroyable. Incroyable. Donc ensuite, on enchaîne, nous nous rendons en Inde avec Shakuntala Devi. C'est une calculatrice prodigue. Donc, dès l'âge de 6 ans, elle allait dans les universités pour des présentations. Elle a résolu une multiplication, on va voir sur l'image suivante, de 2 nombres de 13 chiffres en 28 secondes. Seulement de mémoire, là, comme ça. Et on dit que dans le 28 secondes, là, il y a une grosse partie, c'était qu'elle récitait le nombre, en fait, la réponse. Donc, c'est pas que ça lui a pris 28 secondes, c'est qu'on comptabilise le temps qu'elle a mis à le verbaliser. Donc, elle est capable de calculer la racine 23e d'un nombre de 201 chiffres mentalement. Tu sais, nous autres, on connaît la racine carrée, là, ça s'arrête pas mal. Bien, elle, c'est les racines 23e. Inimaginable. Oui, il faut le voir pour le croire. Là. Donc, c'est tout un phénomène. Ça fait chauffer une calculatrice. Oui. Non, mais elle n'a pas de misère à calculer les taxes quand vous restez Oui, c'est ça. Oui. Ensuite, vous avez calculé le pourboire. Ça vient oui, suite, quand tu vois des phénomènes de même, hein, elle calcule le pourboire, puis elle dit c'est quoi le nombre de réels qu'il faut qu'elle prenne pour prendre sa retraite dans 30 ans.
C'est pas mal scène ça. près. Hein. C'est des phénomènes. On voit ça dans les science-fiction des fois, là, bon, l'exemple dans Star Trek, on voit des personnages qui calculent mentalement. Spock qui fait des calculs incroyables. Bien, ça existe des calculatrices prodigues, mais évidemment, c'est des humains exceptionnels. C'est très rare. Là. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pas mon cas. Non, c'est... Pratique à la NASA, hein, ce genre de personnes-là, avec des calculs qui sont super importants. Oui, l'ordinateur est en panne. Oui, oui. Calculer ça, moi. Après, Katie Smith, une Américaine, elle a perdu ses bras à 9 ans. Et à 21 ans, elle pouvait faire, avec ses pieds évidemment, ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait écrire, dessiner, peindre, effiler une aiguille, coudre, broder, couper du bois, construire des meubles, boire d'un verre, aiguiser des crayons, utiliser des ciseaux, ouvrir un couteau de poche, jouer du piano et taper à la machine. On est loin de Et l'handicap. il y a des choses là-dedans que moi, je ne suis pas capable de faire, genre effiler une aiguille, j'ai bien de la misère. Elle le faisait avec ses pieds. C'est là, c'est encourageant aussi. Tu te dis des fois, là, on a certaines limitations. On va dire, ben moi, je ne suis pas capable de faire ça. Puis tu vois la personne à côté là, qui... On a limite, dans le fond, on fait face aux limites qu'on s'impose. Il y a des limites qui sont psychologiques aussi. Malgré que c'est un fait exceptionnel. Là. Oui, on n'est oui. pas nécessairement obligé d'atteindre ce stade-là, mais du moins d'avoir l'ouverture d'essayer. Hein. Tu vois, un être humain on qui... peut s'apercevoir parce que j'ai vu, moi, des gens peindre avec leurs pieds, Oui. là, puis c'est vraiment impressionnant. Ben oui, c'est des Et chefs-d'œuvre avec une minutie là, incroyable. Là. qu'on ne pourrait pas avec nos mains. Probablement. Donc, du moins, ce qui me concerne. Moi aussi. Sans Donc, aucun doute. chapeau, là, vraiment, là, c'est incroyable. Ensuite, on a Ben Underwood, États-Unis. Un cas très émouvant. Lui, il était atteint d'un cancer, donc il s'est fait retirer les 2 yeux à 3 ans. Et il était capable de localiser son environnement par l'écholocation, comme les chauves-souris, comme les dauphins. Il claquait sa langue. Ah, Et le oui. bruit, ça faisait que, évidemment, ça se réverbe. Je cherche le mot, là. Ça reflétait. Oui, si Ça on veut. reflétait sur son entourage. Sur les objets environnants. Il pouvait savoir, exemple, là, il y a une porte, exemple. Là, Là, il y a on voit faire du patin ici, du vélo. C'est incroyable. Il est aveugle, totalement aveugle. Il n'a plus d'yeux, finalement, c'est des yeux en plastique. Puis, cette technique d'écholocation-là, il l'a appris lui-même à 5 ans. C'est lui qui l'a développée. Aujourd'hui, ça s'enseigne partout pour les aveugles qui veulent apprendre, évidemment. Donc, c'est incroyable. Il a appris Donc, par ça lui-même. s'est appliqué à d'autres personnes, ça s'enseignait. C'était pas une faculté qu'il était le seul à pouvoir Non, en utiliser, fait, lui, c'est ça. À 5 ans, il a décidé qu'il trouverait une façon de percevoir son environnement. Il a développé ça. Il est décédé. Malheureusement, son cancer est revenu. Il est décédé à 16 ans, je pense. Et sa technique, elle continue à être encore enseignée. présente aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est incroyable. Il joue au basket, du vélo, il joue au football aussi. Il était capable de courir, rollerblade, planche à roulettes, faire du vélo. Je ne suis même pas capable de faire la planche à roulettes. Et heureusement, cette faculté-là, elle est transférable et on peut l'apprendre. Ça ouvre quand même la possibilité aux personnes qui vivent sans la vision d'avoir cette ouverture-là. Oui, quand même. Mais aujourd'hui, plusieurs ont pris cette technique-là. Et on le voyait, j'ai vu des vidéos. Il allait à l'école, puis on le voyait faire le bruit avec sa langue, puis il savait qu'il y avait une porte. Il évitait tous les obstacles. C'est impressionnant. Étonnant. Ensuite, on se transporte en Malaisie. Liu To Lin, on l'appelle Magnetic Man, donc l'homme magnétique. Il est capable de tenir des métaux de 2 kg sur lui. Il peut avoir jusqu'à 36 kg de métaux sur lui. Il a déjà tiré une voiture aussi, par le même principe. On l'appelle l'homme magnétique, mais en fait... c'est Magnéto, dans le fond. Oui, c'est Magnéto, mais il n'est pas magnétique du tout. C'est simplement que sa peau a une énorme friction. C'est que sa peau colle beaucoup. Ah. Et c'est génétique parce que ses petits-enfants sont pareils. Ils peuvent se coller plein de métaux sur eux et ça ne tombe pas. Donc, pour tirer une voiture, juste avec... Première fois que j'entends parler de ce monsieur-là. L'homme magnétique, c'est quand même impressionnant. C'est sûr qu'on pense à Magnéto. Tout de suite. Ensuite, en France, ça c'est un phénomène assez particulier. Michel Lotito, c'est un homme, l'homme mange tout. Il mangeait du métal, du verre, du caoutchouc. Donc, il a déjà mangé un ordinateur, 7 TV, 6 chandeliers, 18 bicyclettes, 15 paniers d'épicerie, 2 lits, des skis, 400 mètres de chaîne et un avion Cessna. L'avion, derrière lui, il l'a mangé. Pas de bon sens. Ça lui a pris 2 ans pour manger l'avion. Donc, il a mangé 9 tonnes de métal dans sa vie. Il mangeait de la paraffine comme apéritif et après, il mangeait son métal. Est-ce que c'est ce monsieur-là? Oui, c'est ce monsieur-là.
Et il est mort, mais il n'est pas mort de ça. Tu fais bien de le préciser. Étonnamment. Puis son truc, semble-t-il, il buvait beaucoup d'eau. Mais son truc, c'est que il avait des sucs gastriques extrêmement acides. Évidemment, c'était pas normal. Là. C'est un homme c'est des conditions exceptionnelles. Et son système digestif était 2 fois plus épais qu'une personne normale. Donc, parce que je ne vous conseille pas d'essayer ça à la maison. Je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui l'a amené à tenter des expériences aussi. Oui, j'avoue que c'est ça. Moi, je vais manger mon Cessna. Il y en a qui rêvent d'en avoir un toute leur vie, puis ils disent, moi, on va le manger. Mon bicycle est encombrant, je pense que je vais le manger. Ça me fait penser à un Roquet Belles-Oreilles quand il disait, il est où le chien? Je l'aurais probablement mangé. Ben, c'est ça. Donc, il y a des gens qui ont des passe-temps particuliers. Oui, c'est le cas de le dire. Ensuite, Ross T. Haight des États-Unis. Ça, c'est un testeur au Collision Safety Institute. Une journée de test lui rapporte à peu près 2 à 3 000 $. Il a survécu à près de 800 crashs. Il est dans le livre des records Guinness. Il travaille aussi comme expert pour des reconstitutions d'accidents. Normalement, ce qu'on vous voyez à gauche, on voit, c'est les crash test dummy. Donc, c'est des espèces de mannequins qu'on met dans les voitures qu'on va accidenter pour faire des tests de sécurité. Oui. Donc, normalement, c'est des mannequins, mais lui, c'est un crash test dummy vivant. Et il a survécu à tout. Et vous allez voir le type de collision, là, pour vous donner une idée. Là. Ça frappe. Donc, l'image suivante également. Il est à l'intérieur. Donc, on parle de 800 collisions de ce style-là. Il a survécu. Survécu, c'est le cas de le dire. Il y avait certainement des conséquences. Et on parle de la plus grave blessure qu'il a eue. C'était une coupure due au coussin gonflable. Juste ça. Oui. Pas de cassure, pas de fracture. En tout cas, de ce qu'on disait, c'était, vous voyez, la force de l'impact. Hey. Donc, mais comme je disais, il est aussi employé comme expert pour reconstituer des accidents. Reconstruire des voitures. Évidemment, quand ça fait 800 fois que tu craches dans une voiture, quand tu vois un accident, tu es capable de le reconstituer pour la police. Commotion cérébrale, rien de ça. Ben, en tout cas, de ce que j'ai lu, on parlait de sa blessure, c'était une... C'est assez pour le souligner à l'intérieur de la capsule. Ensuite, on se transporte en Malaisie, le peuple Bajo. Donc, c'est un peuple qui vit sur l'eau, carrément. C'est des maisons sur pilotis. L'eau a l'air de toute beauté. Incroyable, hein? Donc, sur pilotis. Oui, c'est des maisons comme ça. Et ils sont capables, eux, de pêcher à 20 mètres de profondeur, 65 pieds. S'entends-tu que ça ne résistera pas à une tempête dans la Gaspésie, ça? C'est sûr que c'est pas le même. Donc, on les voit à l'œuvre. Là, ils sont en train de pêcher à 20 mètres de profondeur et ils pêchent durant 5 minutes, sans prendre de respiration. Ça, je trouve ça incroyable. Là. Ça n'a pas de bon sens réussi. Donc, c'est une équipe qui les a filmés parce qu'on trouvait ça assez incroyable. Et comme je disais, comme ils vivent sur des maisons flottantes, leur vie tourne autour de l'eau, au point que s'ils vont sur la terre ferme, ils peuvent avoir le mal de terre. Contrairement au mal de mer. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est incroyable. Et les enfants, dès le jeune âge, ils vivent sur des maisons sur l'eau, ils sont toujours sur des bateaux où ils nagent continuellement. Eux, leur vie, c'est l'eau. Donc, en très bas âge, ils se rupturent les tympans. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas appris comment décompresser comme les plongeurs d'aujourd'hui. Ah, oui. Ouais, donc, ils ont tous les tympans perforés dès le très jeune âge. Mais par contre, ils ont une vision 2 fois plus efficace que la nôtre en profondeur. Parce que dès le jeune âge, ils apprennent à plonger. On dit que le corps s'adapte. Oui. J'imagine de et vous voyez, là, génération. Et souvent, c'est des espèces de lunettes faites avec du bois, homemade, comme on dit. Là. Oui. Puis, incroyable. Oui, puis il semble avoir beaucoup de plaisir à voir ça. Ben oui, Il ne semble pas se concentrer sur retenir son souffle. Il est en train d'avoir du plaisir. Nous, ça serait peut-être... j'espère que la sortie n'est pas trop loin. Ben c'est ça. Il expliquait que pour être capable d'aller sous l'eau 5 minutes comme ça, c'est vraiment beaucoup dans le contrôle de l'esprit, la relaxation, de ne pas paniquer. Il disait la grosse différence, entre autres, c'était... la dernière respiration avant d'aller dans l'eau, si déjà tu es stressé, tu ne vas pas retenir ton souffle longtemps. Eux, ils se mettent dans un état de transe, si on veut, très, très, très calme, leur cœur ralenti, ils se mettent vraiment dans un état très, très ralenti, puis là, ils plongent. Au lieu de prendre un grand souffle, OK, je plonge, déjà là, ça a l'air que c'est très dur sur le corps humain, puis tu cherches ton souffle, puis donc, ils ont développé des techniques de génération en génération. C'est un peuple particulier. J'ignorais leur existence. Donc, Vraiment passionnant, ça.
Et on termine avec Stephen Wiltshire de Londres, donc un autre phénomène. Il est autiste. Il a une mémoire eidétique. Donc ça, c'est une mémoire photographique ou on appelle aussi une mémoire absolue. On appelle aussi ça le syndrome du savant. Il est capable de se souvenir de façon parfaite d'une image qu'il a vue durant 30 secondes. Et il la reproduit de mémoire. Lui, ce qu'il fait, c'est des plans de ville. Au détail près, là. Tous les bâtiments y sont, et vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il a dessiné de mémoire en 5 jours un panorama de la ville de New York qu'il avait survolé durant juste 1 heure. De mémoire. Donc, même avec une photo, on aurait de la misère. Non, c'est vraiment spécial. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de détails dans ces... Oui. Vous voyez, il fait des... Tout est de mémoire et ça a été vérifié par une équipe de tournage et tout est là. C'est incroyable d'avoir des facultés comme ça. Oui, donc une mémoire, quand on dit une mémoire photographique... Imaginons que ces gens pourraient les utiliser, je ne sais pas, il doit certainement y avoir des gens qui gravitent autour de ces personnes-là pour essayer soit de les exploiter ou quoi que ce soit. Ça doit être vigilant. Hein? Il y a d'autres personnes qui avaient des mémoires, c'est cette espèce de mémoire eidétique, puis il y a des personnages célèbres. Entre autres, il y a Kim Peek-Rainman, le vrai Rainman du film. Oui. Il était capable de retenir... Le personnage qui avait été... C'était Tom Cruise qui faisait le rôle. Tom Cruise et Dustin Hoffman. Tom Cruise était l'accompagnateur, et Dustin Hoffman l'autiste. Justement, il y avait eu comme un peu une remise en question sur la façon avec laquelle il l'utilisait. Il était son frère, je crois, de mémoire. Je pense que film, oui. Oui. Il allait au casino, puis il était capable de compter les cartes et tout ça. Oui, parce qu'il avait cette espèce de mémoire-là. Puis lui, Kim Peek, le vrai, donc, il était capable de retenir le contenu de 12 000 livres. Il lisait un livre en 1 heure et retenait totalement le livre. On le voyait, je pense, dans le film. Il lisait, c'est-tu l'annuaire téléphonique ou des statistiques? En tout cas, il était excellent. Oui. Puis d'autres personnes célèbres qui avaient cette mémoire-là, il y a Napoléon Bonaparte. Ah, oui. Garry Kasparov. Ça a dû lui servir en stratégie de guerre. Ben c'est ça. Ça dépend à quoi tu l'utilises, évidemment. Ah, oui. Mais il y a Napoléon Bonaparte. Il y a Garry Kasparov, le champion d'échecs. Ça ne m'a pas surpris, sincèrement, le champion du monde d'échecs, là. Il y avait cette mémoire-là. On disait qu'il était capable de prévoir plusieurs coups. Donc, il avait c'est pas juste, ça. C'est pas juste. Il y a Claude Monet, le peintre, qui avait cette mémoire, et Mozart. Donc, Mozart, évidemment, qui était capable de... C'était des génies. C'est des génies. Ayant cette faculté-là. Oui. Donc, moi, ça me fascine. Là, j'ai beau voir, puis je sais, c'est vrai tout ça, mais c'est dur à imaginer parce qu'on se compare à nous qui avons de la misère à retenir un nom. Donc, c'est exceptionnel. Non, c'est incroyable. Une capsule divertissement instructive et incroyable cette semaine. Oui, donc ça nous fait voir à quel point le corps humain a beaucoup de possibilités que nous ignorons. Et des possibilités parfois sous-estimées, je le dirais. Oui. La beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Hein?